Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Nous sommes en train d'entamer les tout derniers jours de ce carême musulman. À toute la communauté musulmane qui est en train de finir cette période de jeûne. On les accompagne de toutes nos bonnes intentions et on vous souhaite à nouveau de bien vouloir prendre vos aises dans cette émission. Merci. Qui s'en va donc aborder quelques thèmes. Nous parlerons de revalorisation des salaires. Talon rencontre donc les syndicats. Nous irons du côté de la cherté de la vie pour parler également du gouvernement qui initie une tournée nationale. Les ministres, les chefs, les DG seront envoyés en tout cas sur le terrain pour parler aux populations des dispositions et des mesures que le gouvernement prend justement pour assouplir, adoucir ces mesures. Alors, pas les mesures, adoucir plutôt la cherté, on va dire, de la vie. Oui, adoucir la souffrance. La souffrance, voilà. Et enfin, en melting pot, nous irons du côté du délestage qui est de retour. Nous essayerons de comprendre un peu pourquoi ces coupures sont devenues de plus en plus récurrentes dans notre quotidien. Et enfin, nous finirons avec le médiateur de la République qui a commencé par recevoir cette semaine les partis politiques. Tiburce Adagbe le disait la semaine dernière, moi j'avais pensé en tout cas que ça avait commencé, mais c'est lui qui était dans le vrai. Donc c'est bien cette semaine que les pourparlers ont commencé donc avec le médiateur de la République. Voilà donc le menu. Chers chroniqueurs, bonsoir. Salut. Bonsoir, chers sœurs. Vous êtes d'actac? Ben, comme d'habitude. Personne n'a de procès en cours. Ça va? Non, c'est le carême. C'est le carême. Il faut poser la question à qui de droit. D'accord. Le carême. Un mois de pénitence. Oui. Le DDJ s'en sort bien, tout va bien? Ben, ouais, tant que nous, on a la bonne humeur, ça va quoi. Apparemment, la bonne humeur n'est pas du côté du béninois libéré. Non, c'est le carême. Nous sommes en temps de pénitence, il faut rester sain. Voilà. Cool. Pas trop versé dans les interdits. C'est un homme très spirituel, avoue. Qui respecte. Incompris de toute la société. Alors toujours aux portes de. Il dit qu'il est un agneau, un gentil. Toujours aux portes de quelque chose, mais qui n'y entre jamais. Bref, allez, nous allons commencer avec le tout premier thème, mais avant cela, nous allons parler de la une du DDJ, tir au but de la FCK Foot et de la FIFA. Eh bien, Eto'o marque Kanta Drogba, il rate. Voilà donc cette une que je vous invite à découvrir et surtout à aller au cœur du journal et dans ses colonnes. Hélas pour Drogba. Ah oui, hélas, vraiment hélas pour lui. Il a voulu se faire élire sur Facebook. Alors qu'il est pingre. Mais les gens parlent énormément de sa radinerie quand même. Ouais, c'est un radin. En fait, quand tu es radin, il vaut mieux que personne n'en parle. Parce que dès que la première personne en parle, les gens, il y a beaucoup qui se rendent compte, mais qu'au fond, ce gars, effectivement, il ne m'a jamais rien donné. Tu vois, donc chacun, même ceux qui te défendent, tu vois, ceux qui défendent Drogba, parfois, ils finissent par dire, bon, on t'aime bien, mais ce côté-là... On reconnaît quand même que, voilà quoi. Du footballeur, on n'a qu'une image d'argent, c'est de jeunes multimilliardaires. Et puis, c'est vrai quand même qu'il a le minimum, tu vois. Oui. Maintenant, je ne sais pas ce que les gens attendent de lui. Est-ce qu'ils attendent de lui... son argent, voilà. Est-ce qu'ils attendent de lui qu'il fonctionne comme Eto'o? Déjà, il faut qu'on comprenne comment Eto'o aussi fonctionne. Eto'o donne. Comment il donne? C'est-à-dire, il te rencontre dans la rue? Non, d'abord, quand Eto'o était à Barcelone, toutes les fois que Eto'o marquait un but, il avait une main qu'il faisait. Quand il fait la main, donc sachez que la bière va couler à flot dans les buvettes ou qui sont abonnés à sa personne. Donc c'est lui qui paye la consommation des gens. Et ça rendait fou les Camerounais. C'est vrai que la générosité, dans toutes nos sociétés africaines, quand tu es généreux, tu pars toujours très gagnant sur beaucoup de choses. Même ce que Drogba n'est pas. Drogba a expliqué. Non, il est trop proche de son argent. Il y a suivi quand même Drogba qui se justifiait, qui a dit qu'il n'est pas pingre. Ah, il s'est même justifié là-dessus. Oui. Il ne jette pas l'argent par la sur France 24 ou TV5, je ne sais plus où il disait il a expliqué. Il dit que les gens, parce que la journaliste lui disait, il paraît que tu es un Aïn. Un Aïn, c'est une ethnie, mais en même temps, ça veut dire que tu es Ava. Et il a dit non. Oh, c'est un gros bêté, lui. Voilà, il dit non, je ne suis pas Aïn. Sauf que je ne jette pas mon argent. Il dit que quand des jeunes viennent, quand des gens viennent le voir avec un projet, il essaye de voir. Si c'est du concret et non... Lui, c'est un manager pour savoir si c'est concret ou pas. On lui dit de sortir le blé, il sort le blé. Non, mais enfin, je suis d'accord avec toi que la générosité, en tout cas l'image
quand l'image d'homme généreux colle à toi, tu es parti. En toute chose, dans les sociétés africaines, ça c'est clair. L'internet si jamais de sport, les gens commencent par te dire que tu es radin, c'est fini. L'internet de sport nous permet d'atterrir sur le premier thème donc de cette soirée, revalorisation des salaires. Talon rencontre les syndicats. Lors de cette rencontre mardi dernier, le chef de l'État, entouré d'une dizaine de collaborateurs, partie prenante au dossier, a évoqué avec les syndicats la possibilité d'une augmentation salariale de 30%, faisant passer la cagnotte de 40 000 à 52 000. Mais cette décision reste toujours en suspens en attendant une hypothétique validation en Conseil des ministres. Chers chroniqueurs, vous en dites quoi? Aboubacar Taka. Moi, je retiens simplement de cette rencontre la confrontation de deux écoles. L'école capitaliste, l'école qui arrange les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, et celle socialiste qui veut que les travailleurs gagnent gros, ou du moins qu'on essaye de leur donner ce dont ils ont besoin. Parce que pour le chef de l'État, le président Talon, qui, rappelons-le, c'est un opérateur économique, a devenu chef d'État. Donc parfois, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Quand il va prendre la parole, il va souvent glisser dans la peau de l'opérateur économique du capitaliste sans le savoir. Il a voulu être clair en disant que lui, il souhaite qu'on facilite la venue des investisseurs, des opérateurs économiques pour plus d'entreprises, par conséquent plus d'emplois. Et que c'est ça qui va amener la société, tout le monde. Mais pour les travailleurs, il faut lever la barrière un peu haut pour que la rémunération soit forte, ce qui peut ne pas faire plaisir aux investisseurs qui vont descendre. Donc chacun était dans son couloir et l'a défendu. Mais au finish, je crois que, pour être sincère, les deux parties ne sont pas entendues. Parce que j'ai entendu après Mampo Kassa, qui nous disait que non, de cette rencontre, que rien de concret n'a filtré, que le chef d'État s'est imposé à eux, le gouvernement s'est imposé à eux, que ça n'a pas été un échange, parce que dans un échange, dans un entretien de ce type, on a l'impression que l'autre reçoit également ce que vous dites. Oui, qu'ils n'ont pas été entendus, que le patron, le chef de l'État, le chef du gouvernement, leur a imposé en rivalisant un peu le SMIC, et qu'en dehors de ça, toutes les autres propositions sont tombées à l'eau. Et puis je demande encore, quand est-ce que ça va prendre corps, cette affaire de révalisation du SMIC? Tibur Sadagba, je vous renvoie à la même question. Oui, en fait, cette affaire de révalorisation du SMIC et tout dépend de comment on voit ça, de quelle position, depuis quelle position on voit ça. Parce que si on se place du côté des travailleurs et tout, forcément, on salue. Vous voyez, on félicite la lutte qui est en train de porter ses fruits. Mais il y a deux préoccupations. Et une des deux préoccupations a été d'ailleurs soulevée par le chef de l'État, qui se demandait si ce serait quand même juste, par les temps qui courent, d'augmenter tous les salaires, c'est-à-dire les salaires des plus petits salariés et en même temps les salaires de ceux qui gagnent gros. Je donne un exemple, je ne sais pas quel est le salaire le plus élevé de l'administration et tout, mais je suppose que si quelqu'un gagne 2-3 millions et que il doit bénéficier par exemple de l'augmentation du salaire dans les proportions de 30%, vous voyez dire ce que ça donne par rapport à un instituteur, peut-être qui est à 60, 65, 70 000, qui a du mal, qui est instituteur à Cotonou, qui a du mal à joindre les bouts, et qui a le loyer à payer, le déplacement dans Cotonou et tout, qui quitte Révier pour peut-être venir enseigner à Siké-Kodi et tout. Quelqu'un comme ça, est-ce qu'on peut, parce qu'on a augmenté son salaire, en faisant preuve de justice, augmenter le salaire de quelqu'un qui gagne 4 millions? Effectivement, c'est un problème d'ordre, je peux dire philosophique. Parce que sur le plan très réglementaire, c'est que quand vous augmentez, il faut augmenter pour tout le monde. Mais dans la pratique, est-ce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui gagne 60 000 et qui doit peut-être passer à 60 000, passe à 80 000 par exemple, ça peut justifier que celui qui a 4 millions passe à 5 millions ou 5 millions et quelques? Ça gêne, vous voyez, ça gêne un peu. Je ne sais pas ce qui sera retenu par rapport à ça.
Mais alors, la seconde préoccupation, je disais, c'est pour les, 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 les employeurs du secteur privé. Parce que c'est plus simple pour l'État. Les employeurs du secteur privé qui vont devoir réajuster les salaires à la hausse et tout, quand vous mettez à leur place, on sait comment ça tourne dans le pays. Et on sait que nous avons un tissu économique très friable. D'abord très mince et très friable en même temps. Donc quand vous avez une structure, il y a combien d'entreprises dans ce pays, par exemple, qui ont déjà vécu 50 ans, qui ont déjà gardé des employés jusqu'à leur retraite? On peut compter ça au bout des doigts. Donc nous n'avons pas vraiment, dans le secteur privé, nous n'avons pas des pouvoirs d'emploi stables, qui ont des entrées, qui ont des sources de revenus stables sur la durée. C'est très éphémère. Quelqu'un crée une entreprise, quand un régime est au pouvoir et qu'il a des relations dedans, ça lui permet de faire la pluie et le beau temps pendant un temps. Stable. Quand le régime change, parfois même il suffit juste qu'il y ait un remaniement. Même le régime ne change pas, juste un remaniement. Qu'un directeur, un DRFM change, je sais quoi, un DAF change, ceci, paf, les marchés s'en vont. En même temps, ils se retrouvent dans. Donc, quand vous demandez à des gens comme ça de relever les salaires de 30%, en plus de souscrire à une assurance santé pour les employés, on va revenir à c'est pas évident, vous voyez. Donc il faut essayer, enfin moi j'essaye de réfléchir à voix haute. Et de comprendre alors, ça. Tiburce Adagbeh l'évoquait tout à l'heure dans une vidéo qui est devenue presque virale. On a vu le chef de l'État qui essayait de façon en fait de se poser en tant que défenseur des gagnes petits. Alors j'ai lu une certaine presse même titrée Talent défenseur des gagnes petits, un truc dans cet esprit-là. J'ai envie de demander, n'est-ce pas lui le décideur en dernier ressort de l'amélioration de vie des travailleurs? Mais quand c'est lui qui est là à se demander si on devrait faire... Est-ce que c'est son rôle en fait? Est-ce que c'est le rôle du chef de l'État d'en arriver là, à se poser ce type de questions, à se positionner en tant que défenseur des travailleurs? C'est bien son Quand rôle. on est en face des syndicalistes, dont c'est vraiment le rôle. D'abord, en optant pour ce type de position, il est directement en face avec les syndicalistes. Les syndicalistes ne sont pas des défenseurs du droit des plus costauds, mais plutôt de ceux des plus faibles. Donc le président Talon, en se mettant dans cette posture, je crois qu'il est bel et bien dans son rôle et il est en train de se révéler à nous en la personne que nous souhaitons avoir devant nous pour mieux nous défendre. Et sa démonstration, comme l'a tout à l'heure expliqué Tiburce Adagbeh, était on ne peut plus claire et révolutionnaire. C'est qu'il a pris position pour le grand nombre et il n'a pas eu de difficulté pour convaincre les syndicalistes sur ce terrain-là. C'est sur un autre terrain qu'ils n'ont pas entendu. Sur ce terrain, c'est passé comme il est à la poste. Ils ont compris que le chef de l'État, de qui on n'entendait pas du tout cela, et qui se retrouve dans ses bottes en disant qu'il prend le parti des gagnants petits, je dis... C'est génial, il faut l'encourager à aller toujours dans ce sens. Mais moi, je pense que c'est un style propre au chef de l'État. Hein, sur des sujets, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre enfin, je sais pas. Il a fait aussi chez les députés par rapport à oui, la loi sur les retraites. Ça revient. Ça devient récurrent, en fait. Où il met sur la table une réflexion très personnelle sur un sujet sur lequel... on s'attend à ce que, par exemple, les règles déjà connues, définies, soient appliquées. Il lui arrive de venir et de mettre une réflexion très personnelle. C'est d'ailleurs pourquoi tout à l'heure je parlais de philosophique. Parce qu'il n'y a que sur ce terrain que ça peut s'accepter. Sinon après... Il y a les règles. Il y a les règles. Quand on fait une augmentation... elle doit être valorisante pour tout le monde. Tous les enfants du pays doivent bénéficier au prorata de ce qu'ils apportent dans la cagnotte commune. Alors, je reste avec vous, Tiburce Adagbeh. Cette décision-là est assortie d'une obligation à souscrire à l'assurance maladie pour tous. Et s'accompagne aussi d'un suivi rigoureux aux déclarations à la CNSS. Alors, est-ce que c'est inédit pour les travailleurs? Non, non, c'est pas inédit, mais en même temps, actuellement avec ce régime qui dispose aujourd'hui de plus de moyens de contrôle, enfin, il faut prendre ça très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux quand on vous dit désormais que tous vos employés, à partir de 2023, doivent être protégés par une assurance santé et tout. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est que ça sera suivi, ça sera surveillé et tout. En fait,
par exemple, vous voyez la déclaration à la sécurité sociale et tout, c'est des choses qui existaient depuis. Et ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs trouvent les moyens de déclarer 1-2 personnes. En général, il y en avait à un moment donné même qui se déclaraient eux-mêmes. C'est tout, pas plus. Mais tout ça sera très difficile à faire maintenant. C'est pour ça que je trouve que c'est une avancée pour les travailleurs. Et j'espère bien que ce qu'on donne par la main gauche ou la main droite, on ne va pas la récupérer par la main. En fait, c'est l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude en fait. Alors Abou le disait tantôt sur le plateau que cette rencontre ne s'est pas véritablement soldée par un succès, on va dire cela comme ça, puisque une décision ferme n'a pas été avancée par les partis et acceptée par les partis surtout. Alors, on passe d'attendre quoi d'ici là pour les travailleurs? Parce que ça fait quand même un moment qu'on parle de cette histoire de revalorisation salariale, augmentation du SMIC et tout, mais ça a du mal à se matérialiser. Je viens toujours à la déclaration de Kassa Mampo qui a dit que, bon, pour le moment, c'est le statu quo. Ils ne savent de quoi demain sera fait parce que quand le gouvernement dit attendre pour apprécier, alors que la situation va de mal en pire au plan mondial, je doute fort que ce gouvernement revienne encore pour leur donner ce qu'ils attendaient depuis des lustres. Parce que la situation à l'international n'est pas du tout réjouissante, donc il n'y a pas trop d'espoir à ce niveau. Par contre, il y a un aspect de l'intervention du chef d'État qui m'a beaucoup plu. Tibus l'a dit, parfois il s'approprie les choses et les sort courageusement, telles que la question de la retraite des députés. J'ai aimé sa posture. Il a dit qu'il est, de son point de vue, à partir du moment où ce n'est pas un projet de loi, que c'est une proposition de loi, quand ça sera sur le tapis et que le gouvernement va aviser, et apparemment on voit qu'il sera contre. Le gouvernement sera contre. Alors, je vais vous lire rapidement la conclusion qui a salué la fin de cette rencontre-là. Le gouvernement a évoqué les incertitudes économiques actuelles dans le monde pour s'engager pour le mois de novembre 2022 comme la date d'effet de ces différentes simulations à condition que la situation actuelle évoquée ci-dessus ne s'aggrave. Ouais, ça, c'est de la prudence. C'est de la prudence parce que en décembre dernier, qui pouvait savoir qu'on allait prendre le gaz à 10 000 francs aujourd'hui. Donc, en fait, je peux dire plutôt que la façon de libérer ça est un peu trop martiale. Moi, je crois qu'on aurait pu trouver une autre façon. Je comprends très bien l'idée, mais il y a une autre façon de le dire, certainement, pour que ça ne paraisse pas comme si nous allons le faire, mais les gars, c'est à condition que ça s'améliore, quoi. C'est à condition que nous en ayons les moyens. En fait, c'est ce que ça veut dire. Nous allons le faire, mais à condition que nous en ayons les moyens. Je trouve que ça, c'est un peu... C'est mal libellé, à mon avis. Très bien. Je reste avec surtout quand vous sortez comme ça d'une rencontre, tous les mots, à mon avis, doivent compter et en même temps doivent aller dans le sens de rassurer, redonner de l'espoir. Redonner de l'espoir. Hein? L'idée est bien comprise, mais la façon de les mettre pose un problème. Donc je comprends bien je comprends bien le pessimisme de... Alors je reste avec vous pour prendre sur le sujet. D'ailleurs, vous avez, il y a le syndicaliste Seiko qui, avant cette rencontre, il avait dit carrément que le SMIC, il faut que ça soit à 100 000 francs. Ah, carrément. Oui, c'était même plus l'histoire des 60 000. Non. Il veut nous faire renvoyer le collaborateur. Allez, je prends vos cartons rapidement. Plus pour avoir le moins. Je prends vos cartons rapidement sur le sujet. Là-dessus, je donnerais plutôt plusieurs cartons. Ça dépend des aspects. Mais déjà, l'idée que ce n'est pas souvent que le chef de l'État se porte à ce type de rencontre. Et ça va se multiplier. Pour les tendances que je suis en train de voir, je crois que depuis sa réélection... Enfin, c'est pas la gouvernance du premier mandat qu'on est en train d'avoir maintenant. Ça va se multiplier. C'est pas une prophétie, hein, mais bon. Les contacts, la preuve d'ailleurs, nous allons revenir là-dessus, hein, les ministres et tous les conseillers qui doivent maintenant aller sur le terrain, un peu comme à la Yaï, quoi. On va y revenir tout à l'heure. Quel carton
Sur c'est ça pour déjà, ça que l'idée de la rencontre. L'idée de la rencontre, c'est je donne du carton vert. D'accord. Et les conclusions? Les conclusions, je donne du carton vert, mais en même temps, je donne du rouge pour la façon de libérer le test. Très bien. Moi, grosso modo, je donne du jaune. Du C'est jaune. une bonne Mitigé. idée. Ça revient au carton de Tiburce Dagbe. Voir le chef de l'État dans cet exercice-là, ça nous a manqué au cours du premier quinquennat. Le chef de l'État qui rencontre la presse, qui rencontre... Non, il n'a jamais rencontré la presse. Non, non, c'est ce qu'on espère. C'est d'ailleurs le chef de... Il n'y a qu'à toi de demander. Demande, le chef de l'État qui rencontre... Du coup, tout le monde, tous les journalistes attendent. Je suis déjà à la conclusion, chers amis. Je suis à la conclusion. Je suis à la conclusion. Alors, je rappelais qu'on a vu lors du premier quinquennat, une fois, le chef de l'État avec les pharmaciens, les prêtres, avec... tout au début de son arrivée, il avait fait un petit truc avec les journalistes. Dans des contextes de crise. Hein. Exactement, voilà, de crise. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait, il n'y a plus de grève, il n'y a plus rien. Et puis, rencontre comme ça les syndicalistes, je dis, c'est vraiment ce à quoi on s'attend d'un chef d'État, qu'il soit un peu plus en contact tactile avec les différentes composantes de la société. Ça permet toujours de corriger les impairs, d'entendre un peu ce qui remonte des couches les plus démunies, etc. Donc on espère, comme l'a si bien prophétisé Tiburce Dagbe, que ce type de rencontre se multiplie au cours de ce quinquennat. Il a annoncé, il l'a dit, le hautement social sera là. On espère en tout cas que cela va se redéfinir encore en plus d'actions. On reste sur le jaune et on se retrouve dans un instant pour aborder cherté de vie et donc gouvernement sur le terrain avec les ministres et les DG un peu partout. À tout de suite. De retour dans ces studios, nous abordons donc le deuxième thème. Le gouvernement initie une tournée nationale. Il vient donc de décider d'une tournée explicative concernant la cherté de la vie. Les ministres et autres responsables sont donc invités à partir du 5 mai à rejoindre leurs localités respectives afin de porter la bonne nouvelle. Comment expliquer cette décision qui est la deuxième sous la rupture et qui rappelle une méthode du changement de Boni Yayi, Tiburce Dagbe? Vous qui l'avez mené cette façon de faire. Oui, en fait, c'est comme conseiller à la communication de Boni Yayi. En fait, écoutez, je vais vous expliquer. Pourquoi écoutez, je vais vous expliquer. Oui, limite, on y sent comme une façon de vouloir nous... Non, les choses ne sont pas toujours telles que vous le pensez de loin. C'est-à-dire, on est conseiller technique président de la République, donc du coup... Tout ce qu'il fait, c'est nous qui lui conseillons ça. Non, quand c'est la communication... Même quand c'est pas vous qui conseillez, c'est vous qui appliquez en tout cas. Ça, c'est la communication. Donc vous êtes partie prenante, on prend ça comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Parfois, vous êtes conseillé, avec un accent aigu à la fin. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui lui-même est passionné de communication, vous apprenez à côté de lui. En fait, c'est ce que je veux dire. Donc, vous aviez donc ne pensez pas que... L'expert en communication. Donc, quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, vous voyez, dans le quartier, tout le monde vous dit, mais parlez à votre... vous le conseillez mal. C'est-à-dire, vous portez... En fait, ça fait partie aussi de votre rôle. Tout à fait. Porter, vous n'avez pas dit, non, c'est pas nous qui avons conseillé et tout. Bon. Alors, donc, pour la comparaison que vous essayez de faire, je voulais dire, oui, moi, j'étais conseiller à la communication président de la République, mais je n'aurais pas la prétention de dire que le style de communication de Boni Yayi, que ça vient de moi ou que ça vient de mes collègues. Non, il a son style propre. Maintenant, il y a des jointures. Nous sommes dans les jointures, en fait. L'idée globale. Hein, le chef de l'État décide. Sa mise en œuvre. C'est dans la mise en œuvre. Ou parfois, dans l'agencement. Dans l'agencement des blocs ou des segments d'action et tout que vous retrouvez. Quelquefois, effectivement,
vous pouvez vraiment apporter des idées révolutionnaires. Novatrice. Mais pour le type de président de la République qui était, bon, il y a en matière de communication globalement, je crois que c'est, il a souvent son idée, et parfois il vous appelle pour confirmer ses certitudes. C'est tout. Il ne vous appelle pas pendant qu'il n'a pas réfléchi avant. Vous ne débarquez pas pour lui dire ce qu'il a fait. Il a ses idées et puis vous venez. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais je peux quand même vous dire, quand vous dites le changement, la rupture et tout, ben, attends, c'était les mêmes personnes. Non, oui, je dirais à part Boni Yahi et quelques retraités comme nous autres et tout, ben, c'était le même convoi. Le même Abou qu'on voyait embrasser Yahi à la présidence. C'est le même qui embrasse le président Talon aussi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de marque déposée. Rien n'a été breveté. Yahi l'a fait. Peut-être que Yahi l'avait fait même sous recommandation de Agbon, non, pourquoi pas? Même pas, ça peut même pas être ça. Mais moi, je vais plus loin. Ça peut même pas être ça. Mais vous savez, actuellement, nous avons quand même le plus expérimenté des hommes politiques qui est au pouvoir. Je peux dire qui a la plus grosse longévité dans le milieu du pouvoir, c'est le président de la République actuelle. Donc, il a vu Soglo. Il a vu Soglo 91-96. Il a vu Kérékou 96. 2001. Il a vu Kérékou encore 2006. Il a vu Yahi. Il a fait Yahi. Il a vu Yahi de 2006 à 2013. Même là, même en exil. Attends, Yahi même sait qu'il ne pouvait pas respirer. Donc en fait, il était là. Et là maintenant, c'est pas en 2016 qu'il est au pouvoir. Vous voyez, c'est pas en 2016. Donc, voilà, donc il a une large vision des choses qui ont été faites, des résultats qui ont été obtenus. Et peut-être que lui, ce qu'il veut faire, vous allez voir, il peut avoir des nuances. Il peut tirer des leçons. Et c'est pas la première fois qu'on voit quand même, on a déjà eu un premier jeu de cet exercice-là sous la rupture. Un peu avant les législatives, il y en a eu, mais de façon... les ministres qui sont allés sur le terrain. De façon plus discrète, je peux dire. Ouais. Sinon, généralement, les éléments de la DICOM sont sur des radios à l'intérieur du pays. Et ça, déjà, sous Yahi, ça se faisait. Où les envoyés... les envoyés de la cellule de communication de la présidente de la République sillonnaient le pays et tout. Ça, c'est beaucoup moins visible. Très bien. Mais quand les ministres... C'est vrai que, vous savez... quand ça devient trop régulier, c'est ça qui crée un problème. Où les ministres sont tout le temps pratiquement sur le terrain, à peine ils reviennent à Cotonou, on les renvoie sur le terrain. C'est là que ça commence pas à gêner. Sinon, cet exercice, moi je l'ai vu. Je vais revenir à ça avec vous tout à l'heure parce que vous m'intéressez à ce niveau-là. Mais je vais demander avant cela. C'est pour ça qu'il m'intéresse sur cette histoire-là. Il doit me dire si ça a marché ou ça n'a pas marché. Bref. Alors, est-il mauvais en soi que les autorités se jettent dans l'arène pour mieux faire comprendre les décisions du gouvernement? Bon, on dit en fond, pour dire vous avez vu, la crise a atteint un niveau où il fallait que le gouvernement sortent pour expliquer, convaincre la population, pour leur permettre de supporter cette résilience-là. Mieux, n'oublions pas que dans quelques mois, nous avons des élections législatives qui seront ouvertes, elles seront inclusives, avec une opposition qui n'attendait que ça. Et une opposition à qui Dieu a fait grâce d'avoir assez de têtes de campagne, d'avoir à vendre le fait que le Rekia Madougou et Aïvo sont en prison, d'avoir à vendre le fait qu'il faut ramener coûte que coûte les gens qui sont des exilés politiques. Le fait que tout est cher aujourd'hui. Donc, l'opposition aujourd'hui prendra son petit lait et va, sans se fatiguer, trouver des moyens pour déstabiliser la mouvement en place. Or, le président Talon n'est pas du genre à perdre. D'ailleurs, il se dit compétiteur né, et cette fois-ci, il risque de tomber face à lui-même. Donc il ne faut pas laisser faire. Et comme il n'y a pas de moyens pour d'un coup de bâton magique changer les choses, alors il faut aller sur le terrain pour expliquer aux populations que le gouvernement fait du mieux il peut, mais la situation est tellement catastrophique. Et comparé à la situation
dans les autres pays, je crois qu'on peut dire au Bénin qu'on n'a pas été pour autant négligé. C'est ce message qu'il veut passer. Bien évidemment, ça est-ce ressemble un peu... ce type de sortie n'est pas en soi une espèce de pré-campagne? Oh, vous savez, la campagne, au sens là du thème, elle est continue. Je ne dis même pas continuelle. Parce qu'un gouvernement qui explique est déjà en campagne. Mais pas en campagne électorale, mais en campagne de sensibilisation par rapport à tel élément. D'accord. Alors, cette approche, je vous en parlais tout à l'heure, est-elle efficace pour vous qui l'avez exécutée de l'intérieur? Donc, tant que ça ne devient pas trop répétitif et tout, oui, ça produit ses effets. Parfois, vous allez vous accompagner cette délégation-là et vous vous rendez compte que vous qui êtes allé leur porter un message et tout, c'est plutôt vous qui revenez avec des messages pour votre chef. Et donc, quand les ministres font le tour et qui remontent un ensemble d'informations, c'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. C'est-à-dire, généralement, les rencontres se font dans les maisons du peuple et tout. Et donc, les populations, parfois, se lâchent bien. Et c'est là que vous êtes alertés. Vous voyez, sur des grenades, sur des bombes, sur des explosifs qui sont tapis un peu partout et tout. Donc, ce genre de contact, en fait, ce n'est pas dans un sens unique. C'est un aller-retour. C'est-à-dire, vous allez vous apporter l'information. Parfois, vous revenez avec plus que vous n'en avez donné. Donc, ça a marché. Ce qui devient agaçant, c'est quand ça devient récurrent. Ça devient continuel et que la télévision nationale, le journal commence par faire 1 heure de temps et tout. On veut montrer tous les ministres, on veut montrer tous les conseillers. C'est là que ça devient vraiment lourd. Voilà, très lourd. Okay. Alors, donc, par rapport alors à cette question, moi, j'aimerais dire que la campagne dit que nous sommes en train de faire une campagne déguisée. Je dis, enfin, moi, je n'ai pas ce sentiment. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été cités, a priori, on n'a pas cité les députés. Les députés, on n'a pas... Alors, encore que... Il y a cette affaire-là que vous avez oublié. Ça n'a pas été cité, mais tous les députés sont invités pour accueillir les ministres sur le terrain. Oui, ça, c'est un autre problème. Et on sait pourquoi ça se fait comme ça. Parce que les députés n'ont jamais accepté que des ministres aillent dans leur fief sans leur présence. Mais là, avec le schéma et le système actuel, on leur concède ça. Sinon, en réalité, on sait comment ils ont été élus. Et que, comment ils ont été élus? Ils ont été élus en faisant du match amical. La preuve, tu ne vas pas me dire que l'Assemblée là est multicolore. Est-ce que l'Assemblée est multicolore? Je ne veux pas répondre à cette question. Non, donc du coup, dire c'est mon fief, donc ils vont le dire très très doucement. Parce que là, ils n'ont vraiment pas compétit. Donc quand il y a de la compétition, non, il y a une compétition entre le BR et l'UP. Oui, ben, vous faites de la compétition entre vous. C'est ça que j'appelle. Non, pas vous, entre eux. Non, mais tu es secrétaire quelque chose au BR. Non, je suis au BR. Tu es conseiller spécial. Non, j'ai mes parents au BR et je défends le BR. Ah, et tu n'as pas de parents à l'UP? À l'UP, j'ai des amis. Alors, en fait, c'est pour dire cette accusation. Non, je ne crois pas du tout. Maintenant, quand Abou dit que oui, l'opposition ira aux élections, il y a beaucoup de thèmes et tout, est-ce que vous avez eu le sentiment, tous les partis d'opposition que vous écoutez, vous avez vraiment, enfin, ceux qui se réclament de l'opposition et qui peuvent aller aux élections, vous avez déjà entendu quelqu'un parler de la libération des détenus? Ceux qui en ont parlé, c'est pour dire qu'ils n'iront pas. On va en parler tout à l'heure dans le melting pot. Les démocrates le disent, quand tu les écoutes très bien, c'est pour dire pratiquement qu'ils n'iront pas aux élections. Mais celui qui dit, celui qui proclame, tambour battant qu'il est opposant, et Irénée Agossa, vous avez déjà entendu parler de la libération des détenus? C'est un gros opposant. Non, c'est pour te dire qu'il ne faut pas... faut pas déplacer le débat. On sait que lui... c'est possible qu'il aille aux élections. Mais lui, depuis qu'il est en train de parler, depuis qu'il s'est déclaré opposant, il n'attaque que les gens de l'opposition. Donc, tous ces sujets dont tu parles là, moi je ne crois pas. Il faut bien faire le ménage dans l'opposition. Hein. Non, c'est pour ça que je te parlais là. C'est pour ça que je te parlais la dernière fois d'opposition domestique. C'est-à-dire que tu parles de sujets qui sont des sujets réels, sur lesquels une vraie opposition aurait pu faire campagne. Mais je dis, mais depuis qu'on est là, pas les démocrates. Et quand tu lis le ton sur lequel les démocrates en parlent, c'est pour dire, nous n'irons pas aux élections. Donc le débat va se faire par qui? Ils auront tort. Par la FCBE,
pas... déjà en tout travail. On a parlé de la libération des détenus. Si, il a parlé. Non, mais ça, moi, je n'ai pas entendu. Depuis qu'il a dit qu'il n'avait plus de moyens, d'ailleurs, est-ce qu'on en a encore entendu parler? Ah, ben donc, déjà, il faut qu'il... Il n'en a pas. Il faut qu'il ait... Ah, donc, jusque-là, il n'en a pas eu? Non, pas encore. De mon point de vue, non. J'espère que quand il les aura, il va nous avertir. Pouvoir enfin... Non, il va travailler, on va sentir, il va communiquer. On va sentir. Très bien. Alors, je vais quand même vous demander à vous aussi, hein, si Tibiur Sadagbe dit que c'est une méthode qui marche, est-ce qu'elle permettra donc cette méthode-là de mieux adhérer, de mieux comprendre les efforts du gouvernement aux populations, cette méthode-là? Oh, non, Tibius, il est mieux placé pour... Non, pas forcément. Non. Pour avoir tu voyais plus Yahi que moi en son temps. Il vaut mieux que les gens comprennent bien comment ça fonctionne. Non, j'ai jamais été quelque chose de Yahi. Hein? Je n'ai été qu'un... Non, oui. Les garçons, c'est nous qui... Ouais, laisse ça faire. C'est très bien. Non, tu as dit, c'est vrai, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Je reste avec vous pour prendre les cartons. Et donc avec vous pour prendre le... Non, carton vert. Vert. Au moins, ça nous permet de manger parce qu'il ne peut pas faire ça sans la communication. Non, moi je donne... je précise. Si j'avais une sorte comme ça, sans la communication, et qu'on va donner des miettes à la tique, comme qui va... ça va marcher. En général, là, maintenant, c'est la presse officielle. C'est l'ORTB, c'est la radio nationale. Mais il faudra bien relayer tout ceci dans la presse. Dans tout le pays. Hein. Tu connais combien de journaux aujourd'hui qui peuvent aller couvrir quelque chose à Malanville et tout ça en sérieux, vraiment? Non. Dans la presse privée, là. Notre télévision peut couvrir. Partout. Ah oui? Ah, vous me regardez? Non, mais... Ah oui, on le regarde. Tu comprends bien pourquoi, donc, en fait, et puis la presse officielle a l'avantage. Il y a plus l'ABP Non, c'est justement pour ça. Tu sais, la presse officielle a un avantage, quand tu es au pouvoir, c'est que c'est la seule presse qui parle toutes les langues. C'est-à-dire, si tu sors ton Benoît libéré, là, demain, tu parles pour quelques Cotonois. Ouais. Alors que là, celui qui est au pouvoir a envie, il a même le devoir et l'exigence, l'obligation de parler autant à celui qui est à Cotonou, à celui qui est à Canalé, parler au Peul, parler au Bariba et tout. Et le seul média qui a les moyens de le faire, c'est l'ORTB. Je prends votre carton, Tibiur. Non, c'est un carton. Je donne 2 cartons. C'est un carton vert, mais je glisse un carton jaune derrière. Il ne faut pas que ça devienne vraiment redondant, une répétition de ça, que tout le temps les gars soient sur le terrain. Journaliste. Ça donne à manger aux journalistes, il a fait 10 fois même. Ah non, si ça donne à manger, donne l'information que ceux qui ne sont pas informés. Non, ça va donner à manger. Aboubacar est content parce que la com sera associée. Tibiur Sadagbe espère que ça ne devienne pas redondant, récurrent. On espère en tout cas que l'information va toucher toutes les couches de la société. On espère surtout que ces rendez-vous-là ne nous saouleront pas et ne deviendront pas un carnaval ou un cirque à l'instar des messes et des différentes divagations qu'on a connues sous le changement. En tout cas, on espère que cette descente de ces différentes autorités sur le terrain se passeront bien, permettront d'avoir la bonne info et surtout que les populations y comprennent en tout cas un peu plus à ce qui se passe dans leur panier, dans le panier de la ménagère. On se retrouve dans un instant pour le Melting Pot et ce sera pour parler bien sûr de délestage et en fin de partie politique qui rencontre le médiateur de la République. A tout de suite. Dernier tour de piste, recrudescence des coupures électriques. Est-ce le retour du délestage? Cela fait plus de 3 semaines qu'on envisageait évoquer la recrudescence des coupures d'énergie électrique sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est la bonne. À quoi s'explique donc cette indisponibilité de l'électricité à nouveau dans les foyers domestiques du Bénin? Alors, Tibiur Sadagbe, qui a envie de se jeter? Moi. Très bien, on y va. Je dirais que on parlera de coupures répété, mais pas de délestage. Le délestage est une autre formule pour désigner le manque criard de l'énergie électrique.
Seulement, il faut que les autorités sortent. Quand vous avez pour une nous coupure expliquer. de 21h à 14h, vous appelez ça quoi? Non, c'est c'est pas un délestage. délestage. Ça peut Une être coupure, c'est 1h30, c'est Non, ça 1h, c'est 30 ça dépend minutes. de la qualité de la panne. La qualité de la panne. Oui, il y a des pannes. Parce que, en Hier, vous moi, je suis savez que resté de notre- 21h à 14h ce midi sans C'est énergie. ça qui a influencé ton latin pour parler de délestage directement. Non, quand on subit, Je dis ça, je suis Non, plus non, habitué à ça du tout. on n'est pas en On va délestage. passer une nuit sans électricité, je me Il y a- dis que c'est Il y a pas... des coupures qui embêtent. Et il faut que les autorités sortent. Oui, donc il faut donner le nom que ça a. Non, c'est de coupures. Borderline en me parlant Non, de des coupures. coupures qui indisposent, mais pas le délestage. Le délestage, tu vois, c'est à heure régulière. L'énergie, c'est l'alpha Le développement. du progrès. Parce que si l'énergie n'est pas disponible, vous savez, quand la révolution industrielle et tout, derrière ça, il y a d'abord eu la découverte de l'énergie qui constituait la machine à vapeur. L'invention de la machine à vapeur d'abord. Après l'invention de la machine à vapeur, la découverte de la houille, du charbon, tout ça. Donc ces pays se sont développés d'abord sur l'énergie. Après maintenant il y a les énergies propres, ce qu'on appelle énergie propre. Il y a les énergies fossiles qui ont longtemps alimenté le développement de l'économie des pays occidentaux et tout. Et puis ensuite, il y a les énergies propres, c'est-à-dire l'énergie électrique, les éoliennes. Et surtout le nucléaire. Alors, donc, quand vous voyez le niveau auquel ces gens-là se trouvent par rapport à nous autres, nous on a quoi? C'est-à-dire on est encore en train d'utiliser des turbines. C'est-à-dire on utilise l'énergie, les barrages et tout. Et quand vous prenez un pays par exemple comme le Bénin, qui déjà a du mal à gérer un certain nombre de problèmes très primaires, qui fait face maintenant au problème de l'énergie électrique, l'énergie que nous on importe d'ici et là. C'est-à-dire au début c'était seulement du Ghana et tout, et c'était tributaire du niveau des pluies, de la pluviométrie et tout, et on sait ce que ça signifiait. Entre-temps, on a été au Nigeria et puis on a négocié pour essayer d'équilibrer. On a vu que le Nigeria même avait du mal, un pays quand même qui produit du pétrole, qui est le 10e, si mes chiffres sont bons, producteur de pétrole au monde. Au monde ou en Afrique, je ne sais pas. Autant pour moi si je me trompe de chiffres. Donc je me dis que ces gens de passage dans le noir que nous vivons, ça nous aide aussi à voir les défis qui sont encore à relever. Il n'est pas question de faire la fine bouche et tout, oui, on a réussi ci, on a réussi ça. C'est-à-dire dans la pratique, si vous finissez de parler, de faire la promotion de votre action et tout, et que celui qui doit vous suivre l'instant d'après est coupé, tout ce que vous avez dit est à l'eau. Donc c'est le secteur sur lequel on ne peut pas du tout mentir. C'est-à-dire, il vaut mieux même parfois, moi je me dis, ne même pas faire de fanfaron. Voilà, ne rien dire par rapport à ça. Quand c'est bon, quand les gens ont le courage, ils le savent. Quand ils ne l'ont pas, ils n'ont pas besoin que tu viennes parler. À la limite, on peut expliquer. Que les gens comprennent que nous ne produisons pas. Alors, si nous devons produire, vous savez ce que c'est qu'une centrale nucléaire. En temps, les gens ont dit, mais tous les pays de l'UEMOA, tout ça, on s'assemble pour faire quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble et avoir une centrale nucléaire, même pour tous ces pays? Ça aurait pu nous aider à régler les problèmes. Mais, on va vous dire, pour avoir une centrale nucléaire, il faut être d'abord libre. L'uranium du Niger ne sert pas à éclairer le Niger. C'est l'uranium du Niger qui éclaire la France et tout. Et donc, quand les pays africains vont décider d'utiliser leur uranium pour leur propre centrale, comment les autres qui viennent prendre les ressources ici pour alimenter leur centrale nucléaire, comment ils vont pouvoir... Vous voyez, donc, c'est très compliqué. Mais que ce soit clair, sans énergie, d'ailleurs, vous voyez, même pour l'économie, le soudeur, comment on appelle, la bonne dame qui vend de la glace, un ensemble de personnes, dès qu'il y a coupure, l'économie est totalement bloquée. L'économie est totalement bloquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un pays peut trouver, est-ce qu'un pays peut trouver la solution
à son propre niveau. Alors justement, vous en parliez, hein, vous parliez justement du Nigeria, du Ghana. Moi, j'ai essayé de creuser un peu là, parce que c'était tellement récurrent ces derniers temps que j'ai voulu comprendre pourquoi on était sujet à autant de coupures, de délestage même, je dirais. On m'a dit que c'est le Nigeria qui, comme d'habitude, faisait des siennes et qui sont en train de chercher un palliatif au Ghana, et que normalement, ça devrait se stabiliser dans les jours à venir. Alors, ce qui m'emmène à poser cette question à Abou, j'ai entendu ces derniers temps le gouvernement parler d'autonomie et même de production, de vente. C'est-à-dire, on devient tellement autonome qu'on rêve de vendre de l'énergie avec Maria Gleta 1 et Maria Gleta 2. Ce rêve, cette ambition sort d'où quand on n'a pas fini de régler ces problèmes auxquels on est confronté? C'est des projections. Et il y a 3 jours, le ministre de l'Énergie est sorti pour lancer un projet là. Je crois que c'est 300 mégawatts ou je sais combien. C'est exactement ça. Je dis, bon, quand un gouvernement, d'abord, il faut saluer le gouvernement qui rêve. Le gouvernement qui fait dans les projections. Donc, on ne va pas le faire ce procès-là. Je crois que... Moi, je fais le procès parce que ma vie au quotidien n'est pas encore parfaite. À comparer ce dont nous vivons aujourd'hui. M'occuper des rêveurs. À comparer ce que nous vivons aujourd'hui et sous l'ancien régime. Non, arrête ça. Ah non, laissez. Non, on a passé le temps déjà à saluer les avancées, on a fini avec ça. Donc on va pas tout le temps avoir on va pas tout le temps avoir le regard dans le rétroviseur à nous faire des comparaisons avec Yahi Boni qui n'était pas venu il y a 6 ans. Vous pensez qu'à 6 ans, on peut régler le problème de l'énergie? Oui, il est venu régler. Oui, d'accord. Ça ne sert à rien de fonctionner comme ça. Même tout ce que tu dis là. Oui. Là, si on coupe tout à l'heure, si on a coupé tout à l'heure, tu diras quoi? Parfois, c'est une fatalité. Oui, les coupures là, parfois. Là, nous sommes en train de faire la. C'est pas mon souhait, ça peut arriver. Mais si on coupe, et ne joue pas, tu vas dire que l'obscurité. Ah non, tu vas pas commencer par dire ça. Non, attends. Là maintenant, s'il y a coupure. L'obscurité là sera différente de l'obscurité dans laquelle on était sur le moment là. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler du dressage, il y a oui, mais la comparaison n'est pas. Alors on doit comparer. Elle n'est pas bienvenue. On doit comparer parce qu'aujourd'hui, on a au moins l'essentiel. Mais on veut plus. Donc, cette projection, on la salue. L'essentiel, c'est quoi? Qu'elle tienne la parole on a l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On n'est pas en délestage méthane, nous sommes en train de vivre des coupures. Non, mais c'est pas. Vicieuses. Mais quand tu changes les mots, est-ce que ça change l'effet de la coupure? Je sais que les coupures que tu as là, ça t'irrite, Tibus, c'est évident. Non, mais toi, ça ne t'irrite pas? Ah non, donc on retient ce soir. Non, mais attends, on retient ce soir que ça ne t'irrite pas. Non, ça m'irrite. Tout le monde sait ici qu'il n'y a pas de relais. Ici, il y en a. Non, il s'impose. Il y a un groupe. Depuis, il y a un groupe. Donc, si on coupe là, on reprend le relais. Est-ce qu'on n'a jamais été coupé? Non, disons, après les choses par un nom. Depuis qu'on a lancé cette émission-là, est-ce qu'on n'a jamais été coupé une fois? Ah, donc il n'y a jamais eu de coupure à Gla ici? Non, je parle de notre émission. Est-ce que nous avons. Donc, pour ton émission, oui, spécialement. Non, attends, c'est ta chaîne, c'est pas ma chaîne. Non, donc, pour ton émission, il n'y a pas de. On n'a jamais eu de coupure, quand même. En tout cas. Dans la SBE, ça arrange pour que. Non, pas que ça arrange, non. Alors, le boss est à l'antenne. Non. On n'est pas de ça. Non, il faut dire. C'est pour ça que j'ai posé le plan de façon globale. Il ne faut pas faire de la démagogie, faire des procès en sorcellerie. Sous Yahi, c'était si. C'était grave. Ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire, il faut voir. Non, c'est pour ça que je dis ça ne sert à rien. Non, il faut que Est-ce que nous sommes capables de façon isolée, c'est-à-dire le Bénin, de façon isolée, est capable de régler le problème. Aujourd'hui, les projections qui sont faites rassurent. Et c'est important. Moi, je vais juger sur pièce. Oui, ça va venir. Mais quand je vois ce que les autres ont, les niveaux que les autres ont atteints, je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que des pays se mettent ensemble dans toute cette sous-région et qu'on n'ait pas, que l'idée n'aime même pas. Ils sont dans une grosse malédiction en Afrique. Non, mais et Gbagbo l'a dit, quand vous êtes né en Afrique, vous avez un pays comme le Nigeria qui a tellement de gaz. Je ne sais pas où c'est le gaz que le Nigeria a à un moment donné même cherché à qui donner, sinon le Nigeria brûlait son gaz. Le Nigeria, parce que là où on fait du pétrole, il y a forcément du gaz. Mais le Nigeria brûlait. Et le gaz que le Nigeria brûlait à un moment donné, le Nigeria était prêt à... Il y a des pipelines qui avaient circulé tout le long de la côte ouest africaine et tout. Mais quand vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine, c'est avec la guerre en Ukraine que beaucoup comprennent ce que c'est que le gaz. Qu'on peut faire du gaz un élément de guerre. Mais tout le gaz du Nigeria, comment est-ce que ça se gère
pour ne pas pouvoir alimenter l'économie de la sous-région. C'est l'Afrique. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut Absolument. réfléchir. Non, C'est les trucs de oui, C'est c'est l'Afrique. Yahi, c'est On va Talon, tout. couper l'énergie sur ce sujet-là et on penche et On va rallumer rentrer en délestage sur le sujet. sur le sujet et passer donc à la rencontre du médiateur avec la classe politique. Il nous reste exactement 5 minutes. Substitut aux assises nationales, nous en parlions la semaine dernière et c'est vous qui aviez raison, je le disais à l'entame de cette émission, ça n'avait pas encore à l'époque démarré, mais cette semaine, le médiateur a donc commencé ses consultations auprès des partis politiques sur les législatives de 2023. Pour ceux qui voulaient d'assises nationales, ces rencontres sont-elles un substitut à Boubacar Takou? Non, moi, je n'ai pas cherché à trop réfléchir, à trop fouiller sur ce sujet. L'essentiel, comme j'ai vu passer la plupart des partis, je dis, et à la fin, on verra Ce que ça va donner. C'est plus important. D'accord. Alors, peut-on espérer qu'elles permettent d'avoir des élections apaisées en 2023? Enfin, je me demande bien, parce que je me dis, mais quel est le pouvoir du médiateur, hein, pour changer vraiment quelque chose dans tout ce qui se passe là? Quand on sait que, comme d'ailleurs l'ont rappelé quelques participants à ces assises-là, ils ont dit, mais le problème d'abord c'est la loi. Ça dit c'est la loi, c'est déjà au niveau de la loi qu'il faut aller corriger. La loi même est chrysogène. Et Corriger quoi? non, corriger tout. Par exemple, les 10%. Les histoires de 10%. Les 10%. Les de... fameux 10%. Non, ça n'a jamais offusqué l'opposition. Oh, non, mais donc tu ne suis pas. 10%. Tu as déjà dit que tu ne suis pas l'actualité. Donc laisse-nous Non, parler. c'est l'actualité. Non. Ils ont dit que le problème, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la situation de la loi qui les gêne. Oui. Il faut les Forcément. énumérer. Et ça mais attends, tu as écouté les déclarations de ton ami et frère Nouroudine Sakasalé qui dit d'abord c'est au niveau de la loi. Lui, c'est pas un opposant. C'est au niveau de la loi. Il n'est pas en phase avec son camp d'abord. C'est au niveau de la loi. Lui, il a un problème. Mais si vous ne corrigez pas la loi, après quand la loi est passée, le gouvernement a dit non, mais on ne fait que mettre en exécution, en application la loi. C'est-à-dire par exemple quand tu prends l'affaire du récépissé, c'est consommé. Oui, les démocrates, c'est justement tout ça qu'il faut corriger encore. Non, le système partisan, c'est un système qui répond à corriger les choses. Bon. Les réformes, c'est maintenant je repose ma question. Oui. Mais ok, ça aura servi à quoi si les gens vont parler et que vous leur dites non, vous ne faites aucune concession. La loi a été votée, il n'y a pas de concession à faire à ce niveau. Ah mais donc ça c'est à quoi? Ça sert à quoi la loi qui a été votée? Ça me pose la question. Quelle est l'utilité? C'est vrai que c'est pas toi le médiateur, c'est déjà heureux. Parce que si le médiateur leur répondait tel que toi tu réponds là, autant ne pas faire ces rencontres. Ce serait vraiment une perte de temps. Mais est-ce qu'au sorti de ces rencontres-là, quand on écoute les différents chefs de parti, est-ce qu'on a l'impression que... Il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui, comme restaurer l'espoir, on dit franchement ça ne sert à rien ce truc, parce que c'est pas lui. On sait que c'est pas lui. Donc il ne faut pas qu'il nous perde du temps. Et tout ça. Oh là, c'est pessimiste. Ça, c'est oui. Pas bon. Mais ils ont le droit d'être pessimistes. Ils ont dit qu'ils ne croient pas. Mais ça, vous les rattrapez. Quoi? Ils demandent des assises nationales, vous leur présentez le médiateur. Ça, c'est assises nationales pour qui donc. Après, j'ai quand même écouté des gens comme les gens de DUD et qui ont dit. C'est quoi encore ça? DUD. Tellement vous avez fatigué les partis politiques, vous ne reconnaissez même plus leur nom. Pas nous. Vous ne connaissez que UPD. Il y a Mouel. Tu es atterré quand on dit DUD. C'est le parti de Valentin Roulé. En fait, ça existe encore. Lui il se dit, tant qu'il y a possibilité de parler, il ne faut pas bouder. Tant qu'il y a le dialogue. Comme on le dit, comme d'ailleurs tu l'as écrit la dernière fois, pour parler au chef, il faut murmurer à l'oreille de son chien, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est vrai, donc, ils se sont dit, si le médiateur se lève et qu'il pense qu'il peut, c'est forcément que quelqu'un l'a commis. Donc, il vaut mieux parler au médiateur en espérant qu'il remonte et que ça change quelque chose. Moi, je trouve. Eux, ils sont modérés. J'ai quand même vu des gens plutôt heureux d'avoir été déjà à ce niveau de considération sur les gens de... Souvent, au débat. Voilà, il y a ça. Il y a un autre parti politique, un jeune parti, dont j'oublie le nom et tout, ouais, quand même très heureux d'être là. Nous avons été reçus par... Tu as le sentiment que c'est l'aboutissement déjà de leur carrière politique, d'être reçus par le médiateur et tout. Donc, voilà les... C'est ça qu'on veut tuer en fait de ces partisans.
Non, laissez à faire. Vous avez vote de certaines lois. Le système partisan, vous l'avez fait. Et vous. Non, pas vous l'avez fait. Nous le. Non, mais attends. Attends, tu égoutes un peu sur là. C'est pour ça que je suis obligé de te dire, vous. Non. Oublie. Est-ce que tu te rends compte là maintenant que je donne le nom d'un parti politique que tu ne connais pas? Est-ce que c'était ça l'objectif du système partisan? DUD, tu as une. Non, j'ai dit DUD. Mémoire. J'ai dit DUD. En bon géographe. Attends, j'ai dit DUD, tu ne connais pas. Et pourtant. Non. Et pourtant, Valentin a dit Roudé n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est si la on m'avait sorti les amis de la jarre, là, la flamme, là. Est-ce que c'est l'objectif? Oui, non pas les potiers de la République. Je parle d'un parti politique en règle, hein, avec Adjavon, le frère de... Non, mais finalement, tout le monde est en train d'être en règle. Donc finalement, on commence encore pas à avoir le grand nombre. Là, ils sont à 16. Il y a toujours, chaque semaine, un petit parti qui réussit à prendre son papier et tout. Donc on est en train de... C'est la preuve que le républicain n'était pas... Non. Mais ce n'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif de la réforme. Moi, je me rappelle bien. Hein, la réforme du système partisan, c'est pour créer de oui grands ou groupes. non à cette rencontre-là, à ce que ça pourrait donner, vous diriez quoi? C'est une bénédiction. Non, moi, je dis on attend de voir. Si le le médiateur prend sur lui cette responsabilité, je me dis comme Valentin Roudé, je me dis certainement il construit quelque chose. Il ne va pas écouter les gars pendant 10 jours et après il n'y aura rien. Quel carton au premier sujet sur le délestage d'abord? Alors sur ça je vais donner du neutre. Je vais donner du neutre parce que je sais que c'est un problème qui est au-dessus des moyens de tous les régimes qui sont passés, des pays et tout. Oui. Mais je donne du rouge à ceux qui essaient de faire de la propagande autour de il y a moins de délestage, il y a moins de coupures maintenant qu'hier, nous allons arrêter ça. Parce que quand il y a coupure, parce que plus vous parlez, plus les coupures font mal. C'est ça le vrai problème. Si le gars n'a pas... Ça fait mal, oui, en tout cas. Je confirme que ça fait très très mal. Si le gars n'a pas le gars n'a pas du courant, par exemple, sa batterie, a battu son téléphone à 3%, et il tombe sur un message où tu essaies de dire que c'est quand même... Non, et tu dis que c'est mieux que sous Yahi. Quand il te dit, mais pour qui... Il a envie de te gifler à travers Moi, je vois souvent des gens qui viennent mettre, ils sont un peu agacés, ils viennent mettre Koi. Hein, ça fait 1 heure que je n'ai pas le courant avant tout. En fait, il écrit pendant que toi tu as le courant. Tu ne sens pas ce qu'il sent. Il faut faire attention. Hein, quand on est en train de faire la fine bouche des sujets comme ça. En fait. Deuxième sujet, il est parti la rencontre. Oui, je dis ça, j'attends de voir. Donc c'est un neutre aussi? C'est un jaune. Un jaune. Le jaune, c'est mitigé, c'est mi-raisin. Moi, je compte pas. Délestage. Délestage. Bon, il n'y a pas de délestage. Donc, les coupures là, je donne du jaune, ça va s'améliorer. Du jaune. Parti politique. Et la rencontre, c'est du vert. Du vert. Alors, délestage. Ouais. Jaune, vert, rouge, il reste le rouge. Pour qu'on fasse le drapeau national. Délestage. Moi, je crois que le gouvernement du président de la République... Non, c'est plus possible, l'émission est terminée, on n'a plus de temps. Ça avait été enlevé totalement du menu. Alors, donc, je disais, c'est vrai que la Dieu menace de démissionner, il n'y a rien à dire, hein, elle menace, elle a menacé. Et puis on est foutu. Si Dieu menace de démissionner. Dieu qu'on a ordonné de démissionner, c'est fini. À bout. Allez, je disais donc que le gouvernement de la rupture, depuis son avènement, a véritablement amélioré la qualité de l'énergie, la réception de l'énergie dans les foyers domestiques. On ne peut nullement le contester. Mais là, il faut reconnaître que ça a repris. Et l'occulter, ce serait dommageable pour nous tous parce qu'on le vit, c'est une réalité. Il faut qu'on ait la bonne explication. Il faut expliquer pourquoi cela a repris de cette façon-là. Parce qu'on a perdu ces habitudes-là de recourir. Les groupes même ne marchent plus tellement. Ils n'ont plus été sollicités pendant les 5 dernières années. Qui ne marchent plus. Et puis l'essence est chère. Donc même si on a le groupe, il faut l'approvisionner en essence qui est à 600 francs. Personne ne peut faire ça en ce moment. Donc vraiment, c'est pour moi à ce niveau-là, ça reste un carton très très rouge. Parce que la nuit que j'ai passée hier, elle était néfaste sur mon humeur, sur ma façon
de voir le monde, la vie. J'ai râlé jusqu'à non plus finir, jusqu'à 14h. Donc vraiment, je ne veux plus vivre ça. Et donc, je n'accepterai pas qu'on me dise que ce n'est pas du délestage. C'est bien du délestage. Et en attendant que les choses reviennent à leur place, on va prier en tout cas qu'on ne revive plus ce type de nuit cauchemardesque. Allez, pour la rencontre avec le médiateur, je ferai comme les amis du plateau pour dire que wait and see, on va bien voir ce qui va sortir de cette rencontre-là, ce qui a permis au médiateur de se penser pouvoir solver cette situation qui ne prédit pas de quelle élection à quelle élection on sera bouffé en 2023. Toujours est-il que là, l'intention part d'un bon sentiment, on va encourager cela et espérer que quelque chose de positif en ressorte. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Je remercie la production et les chroniqueurs pour l'exercice hebdomadaire et c'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. En temps, fêtez bien, bon Ramadan à tous et surtout, belle fête dans vos maisons. Merci beaucoup.